Alors, bienvenue à tous et merci de vous être inscrits aujourd'hui. Je suis Evan Tréhin, je m'occupe de la partie marketing chez H2O en Europe. Notre présentation aujourd'hui portera sur la mise en production des modèles de machine learning. Il sera présenté par Vincent Bonneau, responsable commercial Europe du Sud chez H2O.ai, et par Badr Chentouf, notre ingénieur solution pour l'Europe du Sud, également chez H2O.ai. Alors, avant de leur laisser la parole, je souhaiterais préciser quelques points. Donc, cette session est enregistrée. Vous pourrez à nouveau y avoir accès par la suite si vous le souhaitez. Nous ne pouvons pas vous entendre. Vos micros ont été désactivés. Et nous prendrons quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, veuillez les écrire tout au long de la présentation dans l'onglet des questions ou dans le chat et nous y reviendrons par la suite. Merci pour votre attention. Bonne écoute. Et Vincent, je te laisse commencer. Merci Evan, bonjour à tous. Alors avant de donner la parole à Badr, je vous propose un rapide rappel sur H2O pour vous positionner H2O. Donc H2O, notre mission chez H2O depuis 2012, date de la création, c'est de démocratiser l'IA en entreprise grâce à une plateforme de machine learning qui est composée de 3 solutions. H2O 3, solution open source de machine learning qui est bien connue des data scientists, puisque très utilisée. H2O Driverless AI, notre solution commerciale d'automatic machine learning et de machine learning interpretability, dont vous allez voir la démo aujourd'hui, et H2O Q, nouvelle plateforme qui permet de faire du data insight et de l'IA principalement pour les utilisateurs métiers qui vont travailler autour de la donnée. Cette plateforme H2O nous positionne comme visionnaire par le Gartner du fait de notre approche de l'IA et du machine learning et de notre vision de cette dernière. Pour finir, H2O s'appuie sur une équipe de plus de 200 personnes à travers le monde, dont 14 Kaggle Grandmaster qui représentent à peu près 10% des Kaggle Grandmaster et une équipe de 200 personnes composée principalement d'experts data scientists, d'ingénieurs data science. De plus, on s'appuie sur une communauté de plus de 20 000 organisations qui utilisent la solution open source et une communauté de membres de plus de 180 000 personnes à travers le monde. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec Badr, l'un de nos experts, comme l'annonçait Evan, pour mieux comprendre les défis et les bonnes pratiques de la mise en production des modèles de machine learning. Badr, je t'en prie. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la mise en production des modèles avec H2O. Avant ça, un rapide rappel. Donc, on organise nous la communauté autour de nos produits H2O sur Slack. Donc, je vous invite à vous inscrire et rejoindre la communauté sur Slack avec le lien là qui s'affiche sur H2O.ai. Et c'est là que les utilisateurs posent des questions autour de nos différents produits et aussi ont des réponses. Je vais citer rapidement les produits, Vincent. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de tous les produits. Je vais parler H2O Driverless AI sur la partie bien sûr mise en production, et puis aussi H2O Core, la partie open source, avec les deux qui ont une approche relativement similaire pour la partie mise en production et qui permet de répondre aux enjeux et aux contraintes de celle-ci. Alors, mettre les modèles en production. Là, on voit ici c'est le process global simplifié pour la création d'un modèle et pour sa mise en production. Donc, les données à gauche sont récupérées des différentes sources, reliées entre elles, nettoyées, et sont utilisés pour un apprentissage supervisé. On voit bien ici la colonne Y pour la target. Donc, on continue vers la droite. Le travail de feature engineering permet d'extraire plus d'informations, de mieux capter le signal, d'améliorer la précision. C'est le travail des data scientists. Le modèle est entraîné, on voit le modèle training algorithm, entraîné sur les données donc transformées et complétées, et le modèle ensuite est capable de faire des prédictions et sur les données d'entraînement.
pour déployer, donc après, ce qu'on veut, c'est déployer le modèle en production, donc vers le bas, donc l'envoyer sur un nouveau pipeline, sur un environnement potentiellement différent, et qui va pouvoir scorer des nouvelles données, et donc impacter voilà, la vraie activité, la vie réelle, scorer un risque client, scorer un risque de crédit ou une fraude, ou prévoir des ventes, etc., ou scorer un prix d'action. Voilà. Pas mal de use case, sur, voilà, beaucoup d'exemples de cas d'utilisation de machine learning, évidemment. Je ne vais pas faire le tour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mise en production? Vraiment, on parle ici d'un environnement différent de celui du training, accédant aux nouvelles données, et avec des impératifs de production, voilà, potentiellement de scalabilité, voilà, de sécurité aussi, et de performance. Alors, le transfert donc du haut vers le bas du modèle utilisé par le data scientist vers la production peut s'avérer quand même complexe. Certains types de modèles ou de librairies qui sont plus complexes que d'autres, ou qui ne sont pas disponibles simplement, ou qui peuvent donc nécessiter des traitements complexes, sans parler bien sûr des environnements de dev et de prod de dev étant celui du haut évidemment, qui peuvent être largement différents avec des contraintes différentes. On va le voir. Alors, les challenges de la mise en production des modèles. Globalement, il y a les limitations, enfin les attentes, les impératifs basés sur les business, les impératifs, les besoins métiers, et puis ceux basés sur les contraintes des environnements et contraintes techniques. Premier point, le temps limite pour scorer, pour faire un scoring. Voilà, s'il s'agit d'une application dans laquelle l'utilisateur, sur un clic d'un bouton, doit récupérer directement le résultat, quelque part une prédiction de vente ou un scoring. Donc là, on voit bien que le résultat doit être, le calcul, la prédiction doit se faire en quelques millisecondes. Alors on est plutôt de là on est quelques dizaines, peut-être centaines de millisecondes seront acceptables ici. Voilà. Si on est sur un use case de prédiction de prix d'action dans un environnement boursier avec par exemple du trading hyper fréquence, là à ce moment-là on est sur un temps de réponse du scoring qui doit être de l'ordre de la milliseconde, même peut-être de la dizaine de millisecondes, mais certainement pas de la centaine. Là, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus contraignant, ce qui est d'ailleurs contradictoire, parce que là si on a un modèle qui est très rapide, on veut en dessous de l'ordre de la milliseconde, ça va imposer d'avoir des algorithmes simples, et peut-être aussi du feature engineering simple, voilà, ce qui est contradictoire avec le besoin de précision qu'on peut avoir, qu'on a, plus qu'on peut avoir. Deuxième point, le modèle donc, doit adhérer, bien sûr, respecter plutôt les règles de gouvernance, par exemple, ne pas être biaisé. Alors, c'est un point extrêmement important chez HDSO, il travaille beaucoup sur l'interprétabilité du modèle, à la fois dans le cadre de sa création, par les data scientists, mais aussi en production. Voilà, donc le modèle ne doit pas être biaisé, ne doit pas faire de discrimination sur le genre ou sur n'importe quel critère d'âge, voilà, par exemple. Donc en amont, on vérifie le modèle, ça c'est côté data scientist, mais même en production, on doit pouvoir aussi expliquer les prédictions sur la base donc des valeurs, et d'expliquer pourquoi cette prédiction est positive, il y a un risque, on ne fait pas de crédit, les ventes vont être telle valeur, etc. Voilà. Qu'est-ce qui permet de prédire ça? Quelle est la manière la plus répandue, enfin la plus pratique, je pense, c'est d'utiliser les valeurs Shapley qui vont donner la contribution de chacune des variables au score final. On verra, si on a un peu de temps, on passera aussi là-dessus aujourd'hui. Voilà. Alors bon, bien sûr, les modèles Trump critères, les modèles doivent être remplacés de manière instantanée, sans temps d'interruption, voilà, donc ce qui impose d'avoir un pipeline de mise en production extrêmement efficace et qui ne demande pas des réinstallations complexes. Voilà. Un point qu'on rencontre dans quasi toutes les organisations dès lors qu'on parle de mise en production, parce qu'on accède à des nouvelles données réelles aussi, peut-être des données désanonymisées, etc.
voilà, on est souvent dans un environnement contexte clos qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas accès à d'autres ressources sécurisées, et le modèle doit fonctionner sans avoir accès à autre chose. Donc ça, c'est une contrainte forte qui s'impose et quand on veut passer du dev à la prod. Voilà. Après, bien sûr, dev, prod, environnement peuvent être totalement différents. C'est clair. Voilà. GPU, pas de GPU, OS, différentes versions d'OS peuvent être différentes, versions librairies disponibles, etc. Alors après, bien sûr, on est en VM ou en conteneur. Enfin, voilà, c'est les manières de résoudre, de répondre à ça aussi. Mais les environnements sont bien sûr toujours différents. Un point majeur, voilà. Python très utilisé par les data scientists, majoritairement, si on en croit les études, par rapport à R ou à d'autres outils, mais souvent en production. Voilà, on va imposer Java, qui va contraindre finalement donc la partie les data, les ingénieurs machine learning, ceux qui s'occupent de la prédiction, de la production, on va les contraindre, on va les obliger à réécrire tout le pipeline en Java, parce qu'ils ne pourront utiliser aucun des programmes Python qui ont été utilisés, pour utiliser bien sûr ils ne vont pas refaire le modèle, mais ils vont utiliser, ils vont transcrire tout ce qui a été fait en amont pour le faire en Java. Alors, pour répondre à ces challenges, quelle est l'approche de H2O Core? Alors, H2O Core, vraiment alors, très rapidement, pour dire, voilà, c'est la plateforme machine learning, open source, faire du supervisé, du non supervisé. Là, on voit la liste des algos dispo, voilà, accessible en R et en Python. Et puis ensuite, il y a aussi une interface Flow, H2O Flow, qui est une sorte de notebook, mais qui évite d'écrire toutes les commandes avec un certain nombre de sans code. Finalement, je vais pouvoir créer des modèles, charger des données, les splitter, les analyser et créer des modèles. Là, c'est l'ensemble H2O Core. Hein. Donc là, on est en version 3.30. D'ailleurs, la dernière version est intéressante. Elle permet d'être déployée sur Kubernetes pour le training aussi. Enfin, c'est un autre sujet, mais voilà, c'était une avancée qui était attendue et qui vient d'être rendue disponible. Donc, H2O Core, base, voilà, c'est un même principe, voilà, c'est une librairie. Je charge mes données, je crée mon modèle, et quand mon modèle est bon, je peux faire des prédictions, et quand ce modèle est fini aussi, là, je peux l'exporter. Donc, ce que ça permet, c'est d'exporter un modèle en utilisant n'importe quel algo qui a été utilisé, hein, donc un random forest, un gradient boosting, un des modèles deep learning aussi, ou un modèle clustering, voilà, de n'importe quel algo qui aurait été tuné, etc. en amont, je peux l'exporter sous forme d'objet de classe Java, en fait, que du coup je peux customiser, hein, je peux modifier, parce que j'ai accès au code ici, je peux modifier ma classe Java, donc bien sûr le scorer en lui-même, mais voilà, je peux modifier la manière de l'appeler ou la manière de l'utiliser, je peux la compiler. Et du coup, et ensuite elle est, voilà, j'ai un objet, j'ai un mojo. Alors le mojo, donc c'est Model Object Optimized. C'est pas autre chose, un mojo, il y a plein d'autres significations, mais c'est ça. Et c'est le mojo qui est déployable, le mojo qui est ultra léger, voilà, et complètement portable. On est sur du Java, donc on va tourner sur beaucoup d'environnements, sur tous les environnements possibles. C'est quelque chose qui a été designé donc vraiment pour du scoring rapide. Voilà, on est dans quelque chose de très compressé, de très rapide. Voilà, on sait qu'H2O Core est utilisé ici sur, donc je parlais de trading hyperfréquence, voilà, trading à très court terme sur quelques millisecondes, sur des flux continus, sur le déploiement dans Spark. Voilà, donc certains de nos clients l'utilisent dans ce contexte-là et c'est possible parce que le scoring se fait en quelques millisecondes. Voilà. Il a aussi fait en sorte, voilà, on l'avait fait en sorte que ce mojo soit vraiment, voilà, intègre le minimum de choses et de contraintes. Voilà, ça permet d'être vraiment ultra portable et très peu contraignant. Donc, ce qu'on sait, c'est que H2O Core, le mojo H2O Core peut être déployé voilà, n'importe où, répond à toutes les contraintes. Il y a le lien pour la doc. Dans le process global qu'on voyait tout à l'heure, hein, donc data engineering et création du pipeline, donc la feature engineering, training, le mojo H2O Core correspond à l'étape en bas à droite en jaune, c'est-à-dire la partie
modèle en lui-même qui est déployé. C'est-à-dire que je peux déployer mon modèle, j'ai construit mon modèle, j'ai construit en Python ou en R, j'ai construit en Python, on va dire, et je le déploie, il est en Java et je peux le déployer n'importe où. Mais ça ne comprend pas la partie feature engineering, c'est un point important. La partie feature engineering reste à transformer et à déployer sur un environnement de production. Ça, c'est pour H2O Core. Oui, alors je peux le montrer ou voir la slide. Voilà, donc globalement, ça correspond à quoi ce que je viens de dire. Première import H2O, voilà, j'ai un notebook ici où je peux où je vais construire un modèle, premier notebook à gauche. Donc j'importe et j'initialise mon cluster H2O. Je vais faire un gradient boosting. Voilà, bon, je prends un dataset de démo Prostat, enfin, déjà intégré, Prostat, .csv. C'est une classification sur ma target qui est capsule. Voilà, j'utilise Age, Race, PSA et Gleason. Bon, je ne connais pas très bien ce dataset, c'est pas important. Voilà. Et étape numéro 10, voilà, ce que je fais, c'est que je crée un mojo, download mojo, model file, voilà, download mojo, et je crée ce fichier voilà, directement à partir du modèle. Et je crée mon modèle, mon point, c'est un point zip en réalité. Et ce point zip, après, je peux l'appeler. Voilà. Donc ici à droite, j'ai un exemple de code Java pour l'appeler, où je vais pouvoir aller. Voilà, je fais juste un modèle point predict binomial, parce qu'on est sur cette appellation ici, de ma nouvelle ligne. Bon, là j'ai une ligne qui est simulée. Voilà. Bon, après je le compile, parce que c'est un point classe, donc c'est un point Java, je le compile pour avoir mon point classe si je veux, et je peux l'exécuter et avoir mes prédictions, ce que je vois dans mon encart noir. Voilà. Donc les prédictions, c'était la classification binaire. Donc là, je donne des probabilités d'appartenance à chacune des classes. Hein. Comme ça que fonctionnent les modules. Et selon les seuils de l'expériment, du modèle, etc., on déterminera la vraie appartenance, l'appartenance principale. Bon, 0,80, on va dire que c'est yes ici. Ok, donc là c'est H2O Core et maintenant je vais parler de Driverless AI. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je vais pas passer beaucoup de temps à expliquer ce que ça fait. Bon, j'ai fait des webinaires pour le présenter et en parler un peu plus. Mais bon, rapidement, mise en contexte. Hein. Voilà. Sur le pipeline hein, qu'on a vu tout à l'heure de création de modèles, donc Driverless AI, c'est la partie automatique machine learning. Voilà, ça intervient sur les 3 dernières étapes. La partie création de features automatique, la partie feature engineering est automatisée, bien sûr la partie optimisation des modèles automatisée, puis la partie déploiement qui va nous intéresser plus aujourd'hui. Il y a deux possibilités hein, de déploiement des pipelines de scoring. Python Scoring Pipeline, qui lui vraiment va reprendre les librairies complètes Python, et donc qui va être plus lourd, va être moins rapide aussi, mais qui permet, voilà, qui est disponible pour absolument tous les expériments sans aucune limite par rapport à tous les algos qui sont disponibles dans DAI, dans Driverless AI, et qui sont utilisés, donc là, sans aucune limite, je peux même en ajouter hein, dans cette plateforme en Python. Là, je pourrais les avoir directement dans ce Python Scoring Pipeline. Voilà. Donc là, c'est clair, j'ai mon Scoring Pipeline, je peux télécharger et l'exécuter dans un environnement Python, Python 3.6, il faut le préciser, et Linux, il faut le préciser ici aussi. Voilà, donc là, c'est plus contraint, on n'est pas fonctionné sur Windows, etc. Mais ça a l'avantage d'être complètement natif Python et d'intégrer et d'être extensible. Voilà. Et ce qu'on va souvent conseiller, ce qu'on va surtout conseiller, principalement conseiller pour la production, c'est le Mojo Scoring Pipeline. Donc là, c'est encore une fois, c'est la même chose qu'en open source, hein, c'est l'extension de la partie open source qui était à la base, voilà, sur laquelle la solution Driverless AI a été construite. C'est un Mojo donc, pour Java. Alors, il était en Java, ça a un peu changé maintenant, j'y viens. Donc c'est encore ultra léger et très, très portable, c'est l'objectif. Il est en Java maintenant, il est en C++. Voilà. C++ pour intégrer différents, voilà, pour être plus rapide et intégrer différents backends, dont TensorFlow et puis bientôt et PyTorch dans la prochaine version.
deux aspects pour le deep learning. Donc, comment ça marche en gros? Donc, on a un backend C++ ici qui est disponible et on peut l'appeler en R, en Python et en Java. Voilà, ce qui permet d'être compatible avec pas mal d'environnements et de contraintes et d'être utilisable par différents profils aussi de personnes. Encore une fois, designé pour du scoring rapide, vraiment avec des temps de réponse très très réduits et pour être le plus indépendant possible. Ce Mojo, alors je ne l'ai peut-être pas dit, mais je l'insiste pour le dire, ce Mojo, H2O Core comme H2O Driverless AI, le Mojo, il est indépendant, il est standalone, il fonctionne tout seul sans la plateforme de machine learning. Il n'a pas besoin d'accéder à la plateforme de machine learning, il n'a pas besoin d'accéder au modèle initial. Voilà, on a un Mojo qui est indépendant, exécutable, voilà, ce qui permet d'être portable et de pouvoir être déployé facilement. Voilà. Dans le process global qu'on a vu, donc on voyait la partie mise en production, le Mojo Driverless AI, il comprend toute la partie du bas, à la fois feature engineering et modèle scoring. Et ce feature engineering, on sait qu'il peut être simple et des fois très très complexe hein, quand on parle de transformation sur du texte, en fait, l'utilisation de librairies pour transformer du texte et permettre de construire un modèle dessus ou voilà, du clustering, etc. On peut avoir des choses assez complexes qui seraient assez dures, qui sont assez dures à mettre en production si on doit les réécrire ou si on doit les déployer d'une autre manière. Là, on a quelque chose qui est directement embarqué, voilà, qui est simplifié, compilé et ultra léger pour être déployé. Voilà, en termes de temps de réponse, on n'est pas sur la même chose que le simple Mojo. C'est normal, on a une étape supplémentaire. On a la partie featureization. Cette partie nouvelle feature, elle prend quelques millisecondes aussi. Voilà. Mais selon la complexité de ce temps, selon la complexité de ces nouvelles features, ça va être plus ou moins rapide. Et c'est un des critères d'ailleurs qu'on surveille pour la mise en production. C'est-à-dire que quand on construit avec de Driverless un modèle, on expérimente, on vérifie voilà, le temps de réponse du Mojo, parce qu'on peut vouloir avoir cette contrainte de dire, voilà, je dois absolument être à moins de, je sais pas, 50 millisecondes, 20 millisecondes, etc. Voilà. Ça, on va le voir. On va le voir directement dans l'exemple. C'est-à-dire que quand un expériment est fini, pourquoi on parle d'expérimente déjà et pas de modèle? Parce que l'expérimentation en anglais, contient à la fois le feature engineering et le modèle. Ça, c'est le résultat et a fait un certain nombre d'itérations, à comparer différents modèles et aussi permet d'interpréter le résultat et le modèle. Voilà, donc l'expériment, c'est au global. Et cet expériment permet d'avoir donc un scoreur que je peux télécharger, que je peux downloader voilà, en Mojo ou en Python, avec des différents clients que je dois pouvoir installer si j'ai envie. Donc il y a un client Python, un client R et le runtime Java. Alors je vais peut-être passer sur une démo. Alors est-ce que j'ai un navigateur? Voilà, donc là j'ai Driverless AI qui est accessible ici sur un environnement. Bon, c'est dans le cloud, c'est sur Amazon, ça s'installe, hein, c'est pour ça. Donc je peux l'installer n'importe où, je peux le déployer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc vraiment très très simplement la base pour montrer comme ce que je peux faire. J'ai un dataset. Je pense sur un dataset simple. Voilà, vraiment pas chercher à compliquer ici. J'ai mon dataset crédit card, c'est de la prédiction de défaut. Voilà, je vais faire une classification binaire. Ok, je vais faire un modèle, predict. Je choisis, c'est du clic ici, hein, c'est du clic. Default payment next month, c'est ce que je veux prédire. Voilà, c'est ma target. Ouais. Et on va dire simplement, je fais launch experiment et Driverless AI va tester un certain nombre va faire un très grand nombre de choses relatives à l'automatique machine learning. On pourrait y revenir à un autre moment. C'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à montrer.
mais je vais aller à un résultat directement. Donc un résultat, credit card ici, j'ai un modèle qui est intéressant, c'est celui-ci. Ça, c'est le modèle fini. C'est le modèle fini. Donc on voit bien ici la partie feature engineering, les nouvelles features, avec des features voilà, relativement complexes, what of evidence, des targets, target encoding ici, des clusters target encoding, ou est-ce que j'ai ici, ouais, j'ai aussi des clusters ici, voilà, différentes techniques appliquées sur différentes variables, de manière, donc un certain nombre de nouvelles features qui sont utilisées et qui permettent après d'appliquer un modèle. Mon modèle ici, c'est un ensemble, hein. Je vais le voir ici. Hop. Je peux le visualiser. Alors, je peux visualiser ici que j'ai voilà, j'ai un LightGBM donc fait en cross-validation, 5-fold, un XGBoost GBM, donc c'est utiliser le modèle constant, donc c'est vraiment une prédiction constante. Bon, ça doit être pondéré à 0, j'imagine après. Et ici, un autre LightGBM. Voilà, et puis donc qui sont stackés, et j'ai ma prédiction. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est que mon Mojo ici, là je sais là déjà, mon Mojo il est plutôt simple, hein, donc il est à 1,76 millisecondes. Donc c'est pour scorer une ligne, hein. C'est 1,76 millisecondes pour scorer une ligne, voilà, ce qui est, bon, je pense, relativement performant, ça devrait aller. Malgré ici la feature engineering qui est relativement complexe. Maintenant, on a ici une vingtaine de colonnes. On n'a pas 300 colonnes comme ça arrive régulièrement, et un certain, et on n'est pas sur les time series où il faut, je sais pas, charger peut-être 1000 données avant de prédire la prochaine, etc. Enfin, voilà, on est sur un environnement qui est quand même assez restreint. On n'est pas sur du big data ici, sur ce modèle-là, hein, bien sûr. Quelque part, c'est possible. D'ailleurs, j'y reviendrai après, je précise. Spark, c'est quand même un contexte de déploiement qui va nous intéresser et qu'on va pouvoir détailler. Donc là, j'ai mon modèle. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire plein de choses. Je peux le déployer. Là, on va regarder ça directement. Je peux le déployer. Donc, je peux déployer. J'ai deux manières de le déployer simplement. Ici, directement, on clique. J'ai un REST serveur, un serveur REST qui est disponible dans la plateforme, sur la plateforme ici. Là, je peux le déployer ici. Et le modèle va être disponible. Et après, je peux l'appeler donc via en HTTP directement. Un peu de temps. Hop, hop. Quelques secondes encore. Bon, ça pourrait être plus rapide. Non, ça ira très bien là. Alors, pendant qu'il déploie, donc il déploie le modèle et la partie feature. Encore une fois, c'est le pipeline complet qui est déployé. Bon, c'est voilà, on va laisser finir. Voilà, je peux aussi déployer sur Amazon Lambda, ça a été une demande aussi. Là, il faut mettre ces identifiants AWS pour pouvoir déployer automatiquement et créer une instance Lambda avec juste le scorer, juste la partie scoring, hein, bien sûr, feature engineering scoring, voilà, que je pourrais appeler et exécuter. Donc ça, c'est dans la plateforme. Alors, sur la partie REST server, on a aussi un REST server externe. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a un accès à un repository avec pas mal d'exemples utilisables aussi pour H2O Core d'ailleurs. Et le REST server est disponible. Bon, je reviendrai après. Ce que je peux faire maintenant, c'est downloader mon Mojo Scoring Pipeline. Donc j'ai Java, Python et R. Bon, c'est le même fichier, hein, mais par contre j'ai un runtime différent à chaque fois. Donc Java, Java, j'ai pas besoin de runtime, j'ai le point jar qui est dedans. Mais Python, il faut installer le runtime ici. R aussi. Je le download. Mojo, c'est lequel on est. Là, mon Mojo, il est là.
Là, je vais vérifier mon. Voilà, c'est bien mon modèle. Donc, j'ai mon fichier qui est disponible ici. C'est bien mon modèle exactement le même. Alors, ce que je peux faire ici, c'est. Enfin, j'ai un run exemple. Alors, quels sont les fichiers que j'ai créés, que j'ai exportés là dans tout ce zip? J'ai pas mal de. Un peu relatif au modèle pour l'afficher et graphiquement. Mais pour l'exécuter principalement, ce que j'ai, c'est mon pipeline.mojo. Voilà, c'est mon pipeline, c'est ça là-dedans qu'il y a la partie création des features et scoring. Et puis j'ai mon runtime ici. Là, j'ai mes nouvelles données que je voudrais scorer pour faire ça, c'est directement accessible. Et j'ai un runtime, un run example que je peux regarder. Hein. Voilà, qui est très simple. Voilà, c'est juste une ligne après la commande, qui est la création de la ligne Java ici. Il y a une commande Java qui appelle la licence driverless pour fonctionner, qui appelle le runtime, et puis qui lui donne le fichier CSV en paramètres ici. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais l'exécuter. Bon, c'est warning, c'est pas grave. Bon, totalement en production. Hein. Là, j'ai téléchargé localement. En local, je rappelle, j'ai pas de plateforme driverless, j'ai rien. Je suis coupé. Bah, je suis pas coupé d'Internet, sinon, je vais avoir du mal à faire un webinaire et avec vous, ça va être plus dur. Mais voilà, fondamentalement, ça n'a pas accès au serveur et c'est en mode standalone. Et ce que je vois, c'est que j'ai mes prédictions ici, voilà, directement. Voilà, défaut de paiement de next month, la probabilité est la classe 0, la probabilité de la classe 1, et on voit les deux sur les quinzaines de lignes qui sont ici réalisées. Donc j'ai un scoring à 2,73 au total par ligne. C'est un peu plus qu'on voyait tout à l'heure, mais bon, ça dépend de la plateforme, bien sûr. Hein. Et puis si je relance, selon ce qui tourne un peu en même temps sur mon ordi, donc là il y a le webinar, etc. Ça peut prendre un peu moins de temps. Là, ça a déjà baissé. Et donc ce même exécutable, ce même runtime, ce même mojo, je peux y accéder en Python en fait. Alors je vais aller sur un environnement par contre Python 3.6, impératif. Voilà. Je vais prendre mon fichier, j'ai un fichier exemple.py qui est trop simple, mais que je vais récupérer ici. Je vais montrer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça importe la classe DAI-Mojo modèle. Ça load le modèle, le fichier pipeline.mojo qui est dans le même répertoire. Et après, j'affiche la date de création, l'ID du modèle, et puis des informations, quelles sont les colonnes output, quelles sont les features, enfin les données en entrée, les outputs, et puis après je score mon fichier exemple.csv et j'appuie et je l'affiche. Donc je vais juste exécuter ce fichier Python. Voilà. Donc, on compte un peu. Donc, le modèle qui a été créé 21 février, je pense que si on retombe dessus, voilà, avec l'UID 460, alors 460, non, 460, voilà, c'est celui-là, 460, D943, voilà, donc c'est ça. Les features, voilà, toutes mes colonnes d'entrée, donc c'est pas les colonnes transformées. Hein. La partie output, mes deux sorties, prédictions, mon fichier exemple.csv, et voilà mes prédictions, mes 15 lignes, qui devraient être normalement à peu près les mêmes, devraient être les mêmes, même pas à peu près, exactement les mêmes que celles que j'ai faites en Java juste au-dessus. Ouais. Donc là, j'ai en Python accédé à mon Mojo et j'ai pu l'exécuter. Alors là, j'avais donc un stacking de 3 modèles. Hein. Maintenant, ce que je peux aussi voir, c'est, je vais chercher dans mes expériences un modèle. Voilà, donc Driverless permet d'utiliser différents algos, donc l'ITBM, XGBoost,
Random Forest bien sûr, mais aussi TensorFlow et les prochaines versions PyTorch. Donc là, je vais prendre un résultat qui utilise TensorFlow. J'ai un modèle quelque part qui l'utilise, quelque chose qui a été réalisé pas loin d'ici. Voilà, celui-ci, TF TensorFlow. Voilà, j'ai mon scoring pipeline qui est du TensorFlow uniquement stacké en validation. D'accord. Donc ça, je vais le récupérer aussi. Voilà, donc c'est Mojo Pipeline 2, ce que je t'en ai dit tout à l'heure. Donc je vais directement dedans. Il me faut encore mon environnement Python 3.6. Voilà. Et là, et encore une fois, mon fichier exemple pour scorer, parce que sinon, pas très pratique. Enfin, sinon, on peut réécrire, hein. Pas non plus beaucoup de lignes, mais voilà. Et là, alors, déjà, voir mon. Je peux aussi vers mon open. Voilà, vérifier mon. Voilà, mon modèle, c'est bien le même. Voilà. Après, j'ai les ID, etc. Hein. Là, mais Python, donc example.py. OK, et donc là, j'ai utilisé mon modèle TensorFlow déployé en local sur mon Mac, hein, mais ça peut être déployé sur n'importe où, évidemment. Et j'ai mes prédictions. Donc là, j'ai une seule sortie, hein, ça c'est une régression ici, et c'était en l'occurrence une time series, une série temporelle, et que j'ai directement utilisé, voilà, qui est disponible ici. Déployable facilement. Donc là, j'ai embarqué TensorFlow. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions, faut avouer, hein, je l'ai embarqué et j'ai pu le déployer directement et sur n'importe quelle plateforme. Et donc là, j'ai pas le temps de latence, mais on est, d'ailleurs, si on voit le temps de latence, on risque d'être un peu plus long quand même ici. Ici, ouais, on était sur du 16 millisecondes. Voilà. Donc là, globalement, voilà, ce qu'on a vu, c'est que voilà, j'ai mon expérimente, mon Mojo, open source comme ici sur le Driverless AI, je peux le prendre et le déployer facilement. Là, on répond à pas mal de contraintes, hein. À la fois la performance, on est sur quelque chose de rapide, low latency, à la fois la portabilité, et puis surtout le fait de, voilà, je pense que de ne pas réécrire, c'est quelque chose de ne pas réécrire son code, de ne pas changer la plateforme, c'est quelque chose de assez puissant, sans compter le fait que voilà, c'est pas un code qu'on déploie, parce qu'on pourrait prendre son propre code et le déployer, son propre code Python et le déployer dans un environnement, voilà, une VM ou un conteneur. La difficulté, est-ce que ça marchera, bien sûr, mais est-ce que ça ne sera pas? C'est déjà la partie low latency, parce qu'on sait sur du code non optimisé, Python, alors que là on est sur des scoreurs ultra compressés et rapides. Et puis on ne va pas pouvoir gérer tous les cas, les erreurs, etc. Et donc là, on a quelque chose qui sait gérer, qui va pouvoir retourner des erreurs, etc. On a voilà. Donc voilà, on voit bien la différence et l'avantage du Mojo, que ce soit sur Core ou sur Driverless. Je retourne un peu à mes slides. La démo, on a fait un petit tour aujourd'hui. À la partie déploiement, je n'ai pas remontré, j'ai laissé tourner. La partie déploiement, c'est ici. Donc le Mojo, le modèle que j'avais créé tout à l'heure, c'est celui-ci, voilà, et il est disponible. Voilà, et je peux le scorer de cette manière en faisant un curl dessus avec mes nouvelles données et je peux l'appeler donc sur cette URL, sur mon localhost ici, bien sûr, parce que c'est ma plateforme, enfin en changeant le localhost par la bonne adresse pour la production.
Voilà. Mais là, c'est un environnement où on est finalement relié. Voilà. On serait relié à l'environnement de développement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va recommander pour la production. C'est plus pour tester mon modèle en faisant tester une chaîne complète et l'exécuter. Mais c'est vraiment pas obligatoirement pour la production. Bon, bien sûr, quand on déploie sur Lambda, là, c'est un peu différent. Là, on est sur un environnement de production. Hop là. Voilà, donc ces déploiements, voilà, c'est plus pour tester le comportement en production, mais tester le comportement ici qu'on aura en production. Donc là, j'ai remis un peu les démos, ce que je vous ai montré jusqu'ici. Je ne vais pas repasser dessus. Voilà, un peu, ça permet d'être dans les slides. Alors, tout ça, c'est pas la théorie, c'est la pratique, hein, ça fonctionne directement et c'est utilisé par nos clients. Maintenant, on a aussi d'autres cas, d'autres contextes d'utilisation de ces modules, ces déploiements. Il y en a plusieurs. Donc là, il y a deux liens GitHub qui sont accessibles, hein, qui sont open source, qui donnent des templates de déploiement de driverless et d'H2O Core aussi, d'ailleurs. Pas pour tous les exemples, mais en partie. Et avec des exemples et des explications. Alors, le premier, c'est un serveur REST. C'est un serveur REST qui est déployable, qui est utilisable et qui permet donc d'accéder au scoring via une requête HTTP et qui permet donc d'embarquer un modèle driverless ou un modèle H2O Core. Voilà, je laisse aller regarder, hein, il est disponible. Le deuxième, c'est voilà, le déploiement sur Lambda ou sur SageMaker, qui est un peu différent. Donc là, on a aussi des templates, hein, comment on les déploie dans un environnement cloud, sans passer peut-être par l'interface graphique de Driverless AI. Alors, point important, je pense que je n'ai pas précisé, mais qui permet de comprendre un peu aussi comment ça fonctionne. Tout ce que j'ai fait via l'interface, donc créer un expérimente. Bon, je ne vais pas tout montrer encore une fois parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça, on peut le faire à partir de R ou de Python. J'appelle driverless, j'upload un dataset, je crée un expérimente, etc. Je récupère un résultat en code. Ce qui permet finalement de faire, si on a envie, de scripter beaucoup de choses, dont du retraining, qui est un vaste sujet à lui tout seul, dont du retrain avec sur critères, sur déclenchement. En tout cas, je peux scripter tout ça et déployer mon Mojo avec des scripts. Alors, use case qui est quand même très aussi demandé, je rencontre pas mal, c'est pouvoir scorer mes données en production, cette fois-ci sur une base de données directement, et ou sur Hive directement, donc sur un cluster Big Data. Donc là, on a deux exemples. Hein, donc il y a plein de manières de le faire, évidemment. Mais en utilisant le Mojo et non pas ici un serveur REST qui appellerait la base et appellerait le serveur. Voilà, donc le Mojo, on peut le déployer donc au plus près de la base et on a des templates ici pour l'exécuter. Donc ils sont pas totalement réalisés, mais ils sont déjà disponibles. Voilà. Et pareil sur Hive, donc pouvoir déployer le Mojo dans Hive directement. Donc, je vous invite à regarder ces templates. Alors, un point, je regarde l'heure, 45, tout va bien. Un point particulier, donc le déploiement sur Spark. Voilà, sur Spark, on peut l'utiliser pour du training, on peut l'utiliser pour du scoring. Alors, pour du training, ce qui est intéressant, c'est que, parce que certains d'entre vous le savent déjà, c'est qu'on a Sparkling Water. Donc, Sparkling Water, c'est H2O Core, H2O Open Source, donc la plateforme de machine learning, et Spark, qui sont directement intégrés et qui permettent donc de faire du training distribué en utilisant Spark et en utilisant en même temps les modèles H2O et le cluster H2O. Bon, ça c'est la partie training H2O. Sparkling Water, dans H2O Core, pas nécessité, besoin directement de Sparkling Water, mais par contre on peut déployer sur Spark ou sur Sparkling Water selon ce qu'on veut, selon notre environnement. Et donc là, j'ai un exemple de code où je vais prendre mon Mojo, donc je vais charger un Mojo qui a été réalisé. Donc je create from Mojo. Et une fois qu'il est dans la preuve, je vais pouvoir donc, utiliser pour scorer des nouvelles données à partir d'un dataset Spark.
dataset, donc j'ai un spark.read format, voilà, je récupère mon dataset et je fais juste mon H2O modèle transform et je peux aller afficher mes prédictions. Donc là, je suis sur un environnement Spark, je peux utiliser directement, là je suis en mode normal, je peux utiliser un mode cluster aussi de Spark et scorer, voilà, mon modèle, scorer mes nouvelles données avec mon modèle. Donc en utilisant déployer sur Spark. La même chose hein, sur la partie Driverless AI, à partir du modèle, mon Mojo est prêt, je peux le déployer sur Spark et scorer de nouvelles données. Alors la différence, encore une fois, je le rappelle, hein, c'est que le Mojo que j'ai déployé cette fois-ci comprend la partie nouvelle feature, création de feature, transformation du dataset, qui permet d'avoir un Mojo encore plus performant et de le déployer sur Spark, et utiliser la puissance de Spark pour du scoring, soit en scoring distribué, bien sûr. Donc là, c'est d'être en scoring distribué, l'avantage. On peut parler on parlera peut-être du training distribué une prochaine fois, mais ici, c'est plus le scoring dans un environnement donc big data. Voilà, donc là, c'est un des use cases. C'est vrai qu'il y a différentes contraintes, différents contextes, voilà, mais les principaux, je pense que là, on a pu répondre un peu globalement, faire un tour de ce qui se faisait de notre côté chez H2O, ce qu'on propose, qui est disponible, hein, que ce soit H2O Core, H2O Driverless AI, H2O Core disponible en open source et H2O Driverless AI qui est disponible en solution commerciale. D'ailleurs, fait penser, on organise donc très prochainement des sessions de formation disponibles, accessibles à tous sur Driverless AI, qui sont organisées là, voilà, sur 3 grands thèmes, enfin 3 grands use cases, Customer Churn, Bank Deposit Marketing et prescription fraude, avec pas mal de sessions. Donc je vous invite à aller sur cette page Driverless-AI-training et à vous inscrire pour suivre ces sessions de formation. Alors, elles sont des sessions, certains horaires correspondent pour l'Europe. Elles seront en anglais, mais certains horaires sont corrects pour nous. Voilà. Voilà, je vous remercie. J'ai fait un peu le tour et de présenter la partie Mojo et déploiement. Donc, je vous invite à poser vos questions et on va faire une petite session de questions-réponses là maintenant. Merci Ban. On a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. J'ai des questions que je vais lire. N'hésitez pas à en poser d'autres en attendant. Mais là, j'ai déjà les premières questions que je vais lire et auxquelles Badr, tu pourras répondre. La première, c'est pourquoi contraindre un environnement de production en Java? Alors, c'est une bonne question. Enfin, c'est pas moi qui le contrains. C'est plutôt les organisations qu'on peut rencontrer, les grandes organisations. Certains clients, enfin voilà, je peux, à partir du moment où je fais mon modèle, je peux l'utiliser pour scorer de nouvelles données. Si j'ai pas un environnement exigeant, voilà, j'ai besoin de faire un scoring tous les mois. Tous les mois, je dois scorer ma base client. Globalement, ça peut être un process manuel tous les mois. Tous les mois, je reçois mon nouveau fichier, je le fais sur mon environnement de développement et puis ou sur une base de données et puis je l'envoie et puis je pousse les résultats de scoring dans un autre environnement, enfin voilà, dans une autre base et c'est réglé. Donc là, j'ai pas besoin d'environnement Java, j'ai pas d'environnement exigeant non plus. Hein. Si ça prend 1 heure ou 5 heures, c'est pas très grave. Voilà. Mais souvent, on va être sur un environnement, enfin voilà, on va avoir besoin des exigences métiers qui sont fortes, qui permettent, voilà, qui vont imposer d'avoir un scoring rapide, haute disponibilité, et dans les contraintes de sécurité fortes, voilà, j'ai dit, enfin, voilà, des environnements clos. Et là, bah, nos clients ont beaucoup fait le choix d'environnement Java, en tout cas pas Python, qui répondent pas à toutes ces exigences, notamment de sécurité. Enfin, ça se discute, je sais, mais ce qu'on peut voir, c'est les environnements Java. Donc, c'est pas moi qui les impose, c'est nos clients. Ce qui amène une deuxième question qui a été posée, c'est les performances du Mojo dans le cas de scoring de type batch. Et si oui, quelles sont ses performances, mais aussi quel type de Mojo, dans ces cas-là, il serait préférable d'utiliser. Est-ce que c'est un Mojo Python? Est-ce que c'est un Mojo Java? Alors, les performances sont à peu près similaires déjà entre les deux, parce que on a quand même, on a juste un wrapper, hein, voilà, une surcouche qui permet d'appeler Python et Java. Java sera toujours plus rapide, évidemment, il y aura moins de choses à charger au démarrage, etc. Mais ça sera quand même très très similaire. Ce qu'on a vu dans l'exemple tout à l'heure, c'était plutôt un scoring batch,
que j'ai scoré 15 lignes d'un coup, enfin mon fichier exemple.csv. Voilà, mais je peux scorer ligne à ligne. Donc il y a un temps de chargement initial, voilà, et après qui est pas énorme non plus. Et une fois qu'il est chargé, donc qu'il est chargé, soit dans un serveur REST, soit voilà, appelable en Java, je peux lui tourner une nouvelle ligne. Et on était sur une ligne, voilà, l'exécution à la ligne était de l'ordre de 1 milliseconde, ou quelque chose comme ça, 2 millisecondes. Voilà, et après, il faut multiplier à peu près par autant de lignes qu'on a. Et si on est sur des très gros volumes, je rappelle, il faut prendre un environnement un peu différent, déployer sur Spark ou déployer sur Kubernetes dans des conteneurs, faire avec du load balancing pour pouvoir avoir différents serveurs REST en parallèle. Voilà. Donc là, si on a des contraintes de performance, alors ce à quoi on sait répondre, parce que c'est quand même souvent là-dessus qu'on intervient, il y a différentes solutions, mais le Mojo et Java ou Python, je dirais très similaire. Alors, on continue dans ces questions sur la partie rapidité et problématique. J'ai une autre question qui dit, pour les 15 millisecondes de latence dont tu parlais, combien est dû au modèle TF et combien est dû au réseau ou à l'encapsulation H2O? Est-ce qu'on a des informations? On n'a pas le découpage. Au réseau, non, il n'y a pas d'accès réseau, donc il n'y a pas de latence ici. On a un Mojo qui est au plus près des données quand même, hein. L'exemple.csv était juste à côté, dans le même répertoire. Donc on n'a pas d'accès réseau à des données ou quoi que ce soit, on n'a pas d'accès réseau à un modèle externe, on n'a pas de vérification, donc ça fonctionne sans accès à Internet, donc il n'y a pas cette partie-là. Après le Mojo, ce qui va nous intéresser plutôt, vraiment ce qui va impacter, c'est la partie feature engineering et la partie modèle. C'est les deux, voilà. La partie feature engineering, autant H2O Core, voilà, c'est le modèle, il peut être vraiment quelques millisecondes, autant la partie feature engineering, on peut être sur quelques dizaines, voire quelques centaines de millisecondes, si on a des choses vraiment très compliquées. Bon, on a beaucoup travaillé dessus, hein, et la dernière version de Mojo est est très rapide, hein, vraiment, elle est encore plus rapide qu'avant. Donc c'est vraiment autre chose. Donc là, on est sur des choses, des exécutables ultra légers. D'accord. J'ai d'autres questions qui sont plutôt liées à la partie le développement, sur le langage de développement. J'ai une question qui nous dit, n'existe-t-il pas déjà simplement des librairies de machine learning en Java au lieu de coder en Python et exporter en Java avec un Mojo? Est-ce qu'on ne peut pas tout faire en Java de A à Z plutôt que de passer de l'un à l'autre? J'imagine que oui, mais enfin, si une grande majorité des data scientists travaillent en Python, vous allez avoir une bonne raison. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses disponibles, des librairies qui ont été faites et pensées pour les data scientists et pour la data science, qui sont disponibles en Python. Alors, je sais, il y a un débat Python R, même si ça penche quand même statistiquement pour Python, mais il n'y a pas de débat Python R ou Java. Voilà. D'accord. Parce que les data scientists utilisent Python, excellent, Il y a- bon langage il pour peut, ça. il peut y avoir des querelles de clochers sur des préférences. Et j'ai une dernière question sur l'utilisation des Mojo. Comment est assurée la compatibilité de syntaxe selon les différentes versions des librairies utilisées en Python vers Java? Et est-ce que les data scientists doivent utiliser une version précise de chacune des bibliothèques de machine learning? Est-ce qu'on a des problématiques de compatibilité des librairies et de contraintes liées C'est à un ces sujet librairies? complexe. C'est clairement un sujet complexe parce que ça peut vite changer, il y a beaucoup d'évolutions et c'est là qu'on va être content d'avoir justement cet export de Mojo qui est réalisé et qui embarque ce qu'il faut et pas plus. Un exemple ici, si vous voyez toujours mon écran, en fait ici dans mon environnement, voilà ce qui est disponible. Voilà, j'ai un environnement ici, Python 3.6, qui est suffisant et nécessaire pour exécuter mon Mojo. Et là, j'ai les bonnes versions. Alors, je ne les ai pas choisies. Voilà, j'ai installé juste un DAI Mojo, c'est tout ce que j'ai installé, et tout le reste, c'est extrêmement réduit. Donc, finalement, tout ce qui a été fait dans le modèle en Python, je ne le vois pas en production, c'est transparent. Je n'ai pas accès à ces versions-là, j'en ai pas besoin. Parce que je rappelle que j'ai mon Mojo qui est un exécutable C++. C'est pas un exécutable Python. Je l'appelle en Python, mais c'est un exécutable bas niveau C++. D'accord. D'autres questions qui sont plus liées sur la mise en production et la gestion du cycle de vie. La première question, c'est comment monitorer les modèles en production? Parce qu'une fois qu'on les a mis en production, on peut avoir des problématiques
dérive de ces modèles. Récemment, je lisais un article sur KD Nuggets qui expliquait un petit peu que les modèles de machine learning sur des prévisions sont plus du tout valables sur le comportement des consommateurs, parce qu'avec le Covid, on a des changements d'habitudes de consommation totalement nouvelles et qui sont imprévisibles. Donc, comment gère-t-on cette problématique de cycle de vie des modèles et de réentraînement des modèles? Ouais, c'est un sujet à part. Alors, donc, gérer les modèles en production, c'est les monitorer et gérer s'il y a des problèmes sur ces modèles, donc sur les données en entrée, s'il y a une dérive sur les données en entrée, d'une part, s'il y a un changement finalement des ranges des valeurs en entrée, mais aussi si mon modèle en sortie fait des répartitions différentes. Voilà, donc c'est vérifier le drift du modèle. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que c'est le mojo, l'exécutable qu'on déploie. Donc aujourd'hui, donc, ça va être là avec ce mojo sur H2O Core ou Driverless AI. Alors nous, la réponse jusqu'ici qu'on donnait, c'était le mojo, vous pouvez construire ce que vous voulez comme supervision, utiliser n'importe quel outil. Voilà. C'est pas très compliqué d'aller vérifier, écrire tout ça dans des logs et voir les chiffres. Donc maintenant, notre nouvelle réponse, c'est quelque chose qui va sortir prochainement. C'est un outil qui s'appelle Model Manager qui permet de prendre ce mojo. C'est le même. Le mojo, il bouge pas. Ça, c'est la base. Il va du training jusqu'à la prod et d'être déployé dans un cluster Kubernetes qui va à la fois faire deux choses. Le déploiement et puis l'autoscaling et la comparaison de modèles. Voilà, je peux déployer et retirer mes modèles de la production, mais aussi la partie qui va permettre de monitorer et de gérer le drift. Voilà. Donc gérer le drift, c'est visualiser la dérive des données. Alors visualiser la dérive des données, c'est quand même, voilà, c'est pas totalement automatique, c'est quand même mes données, c'est pas parce qu'il y a une valeur en entrée qui est en dehors du range que je dois tout retraîner. Voilà. Mais et puis quels sont les critères? Donc les seuils, etc. Ça reste soumis à interprétation et soumis à analyse. Est-ce que je dois retraîner automatiquement ou pas? Mais en tout cas, on va avoir un outil qui permet de vérifier les distributions de données, donc sur la base du PSI, Population Stability Index, qui permet d'évaluer les distributions et de les comparer entre mon training et mes nouvelles données de production. Alors, donc, un petit résumé sur les bonnes pratiques en termes de timing. Est-ce qu'on doit réentraîner un modèle tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Quelles sont les réponses par rapport à cela? Est-ce que ça va dépendre du cas d'usage, ça va dépendre du modèle, ça va dépendre de sa dérive? Oui, tu l'as dit. Alors déjà, pour pouvoir réentraîner, il faut des nouvelles données labellisées. Alors, j'ai pas toujours, si je fais de la fraude, ou des détections de fraude, ou scoring risque de défaut, même si j'ai fait des nouvelles prédictions, voilà, j'ai pas de nouvelles données labellisées. Donc, pour pouvoir réentraîner, il faut des nouvelles données labellisées. Donc là, ça peut être un autre process manuel. Voilà. Donc là, il n'y a clairement rien d'automatique et on va m'entraîner souvent régulièrement, bien sûr, parce que je vais avoir des nouvelles données, mais il faut que le process soit mis en marche. Voilà, pour des données marketing, on a des scorings qui sont faits sur des grosses bases tous les mois pour des grosses organisations, mais il y en a où on va faire rescorer les données toutes les heures, parce qu'on a des nouveaux comportements toutes les heures. Donc c'est vraiment, ça dépend beaucoup du use case. Il faut pouvoir entraîner sur les nouvelles données. Et des fois, voilà, devoir les labelliser. Quand on est sur des données qui sont automatiquement labellisées, c'est-à-dire que c'est vraiment les comportements directement, par exemple, les ventes, voilà, tout ce qui est time series, je vais avoir les ventes directement accessibles. Voilà. Un retraining n'est pas non plus obligatoire. Je peux juste faire un refit sur mes dernières données et sans avoir à changer le modèle en production. Voilà. Je peux faire un retrain quand mes données ont bien changé. Comme là, avec un Covid-19 qui nous impacte et pas qu'un peu, là, il faut bien retraîner et avec les dernières données disponibles. Ok, très bien. Bon, je vois que le temps imparti est écoulé, puisqu'il est 11h59. Donc, je pense qu'on va conclure. Evan, on te laisse la main pour conclure. Oui, merci beaucoup Vincent et Badr pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions et restez à l'écoute pour être informés de nos prochains événements. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, prenez soin de vous. Au revoir.